Courir est une pratique hybride entre le jogging pour maigrir, le footing pour sa santé, ou la course hors stade comme le marathon pour le lien social ou la performance. On va analyser en fait ces pratiques d'un point de vue sociologique et historique et vous faire découvrir tout ce système sur la course à pied. Bonjour et soyez les bienvenus sur cette causerie numéro 1 sur la course à pied. Et nous avons vraiment la chance aujourd'hui d'accueillir celui qui en parle le mieux d'un point de vue sociologique et historique. J'accueille pour cela Olivier Bessy. Bonjour Olivier. Bonjour Eric, merci de l'invitation. Alors, ça me fait très plaisir. Oui, Olivier, vous êtes professeur émérite à l'Université de Pau, mais aussi sociologue de la course à pied, on va dire, mais du sport et aussi du tourisme, c'est ça? Oui. Alors, j'ai dit de la course à pied parce que vous êtes aussi un passionné et un fervent pratiquant de course à pied, c'est ça? Tout à fait, ça fait 50 ans que je cours. Ce livre, c'est un peu une trajectoire personnelle de 74 à aujourd'hui. Et c'est vrai que la course à pied m'a toujours animé. Et j'avais envie de comprendre comment elle avait évolué en lien avec l'évolution de la société. Alors, on va en parler, Olivier, parce que vous nous avez amené votre ouvrage, votre premier ouvrage, parce que c'est le tome 1, notamment Courir sans entrave. Alors, moi, j'aimerais bien savoir un peu pourquoi ça s'appelle Courir sans entrave, parce que de 1968 à 1990, c'est la causerie d'aujourd'hui, ce phénomène de la course à pied. Courir sans entrave, pourquoi? Mais parce que, en fait, quand la course à pied sort des stades à la fin des années 60, cette nouvelle modalité s'inspire de valeurs qui sont issues de la postmodernité, qui est dans la mouvance de mai 68. Et un des slogans de mai 68, c'était « jouir sans entrave ». C'est-à-dire qu'on cassait les codes culturels en vigueur et les valeurs dominantes devenaient la liberté, l'hédonisme, le plaisir, l'accomplissement personnel. Et du coup, la course à pied a aussi épousé à travers le jogging, l'évolution des crosses, qui n'étaient pas que compétitifs, les premières grandes courses hors stade, les premiers grands marathons populaires, les premières courses de montagne, avant le trail, le cross du Mont Blanc, cross du Piton des Neiges ici à La Réunion, elles ont épousé ces nouvelles valeurs. 1968, pourquoi s'être arrêté à cette date? Parce que là, on parle, c'est post-68, c'est qu'il y a un mouvement des Flower Children, c'est un peu ça? Complètement, parce que 68 symbolise effectivement tout ce mouvement né en Californie et qui se diffuse progressivement en France et avec un nouvel esprit qui est très bien relayé par la revue Spiridon, dont les premiers numéros sortent au début des années 70 et après par des pratiques telles que le jogging qui naît en France, qui arrive en France 3-4 ans après les États-Unis. Oui, parce qu'on courait pas mal sur piste, peut-être, à l'époque. C'est-à-dire que c'était quand même assez fermé. Voilà. La pratique, on va dire, de la course à pied, c'était quand même de la performance et plutôt sur la piste, non? Oui, alors on courait effectivement dans un cadre compétitif et fédéral sur piste essentiellement, mais aussi en cross. Et les cross étaient beaucoup moins ouverts, c'est-à-dire que c'était que des gens qui étaient licenciés compétiteurs. Et on a vu comment le cross du Figaro, puis le cross du Sud-Ouest avec Jean Mestra, ont fait voler en éclats en ouvrant à des publics qui étaient des publics amateurs, des coureurs ordinaires, et en multipliant les courses pour eux, le cross des familles, le cross des parents d'élèves, etc., etc. Et ça a permis au cross d'avoir une autre image que celle uniquement de compétiteurs ascétiques licenciés à la fédération. Alors, on va revenir un petit peu en arrière parce que on imagine quand même qu'à l'époque, dans les années 70, qui sont des années fantastiques, dans l'éclosion de pas mal de choses, avant même la crise, on va dire, de 73, la pratique de la course à pied, elle ne devait pas être facile quand même, parce que courir dans la rue ou courir finalement dans les sentiers, comment c'était perçu? Mais moi, à cette époque-là, je m'entraînais et je courais dans mon petit village et je passais pour un fou. Au début des années 70, je m'en souviens très très bien. J'étais le seul à courir. 30 ou 40 ans plus tard, il y a beaucoup de personnes qui courent et je ne passe plus pour un fou. Effectivement, c'était quelque chose qui était vu de manière assez
bizarre, courir comme ça dans les parcs, en forêt ou même en ville, puisque quand même le jogging au départ c'est essentiellement un phénomène urbain qui s'est diffusé progressivement en milieu naturel, mais la ville a été quand même le point d'ancrage privilégié de la pratique du jogging. Vous êtes aussi spécialiste du tourisme et du loisir. On a vu dans la slide que vous nous présentez que finalement il y a aussi cette évolution par rapport au loisir progressivement. C'est-à-dire que d'un point de vue du travail, il y a une baisse peut-être du temps de travail au profit justement du temps libre et du loisir. Alors l'émergence de ces nouvelles valeurs post-68 art, bien entendu, elles sont aussi associées à cette émergence du loisir en France, dans les pays occidentaux, qui permettent à des gens d'avoir davantage de temps libre. On parle de civilisation des loisirs, et cette civilisation des loisirs, elle a favorisé ce que j'appelle la conquête progressive de l'autonomie. C'est-à-dire que la personne est devenue autonome dans son rapport au temps libre et dans l'équilibre entre le temps de travail et le temps libre. Et du coup, ça a aussi transformé les représentations du corps et donné envie de s'exprimer corporellement. 68, c'est aussi la révolution corporelle. C'est pas qu'une révolution des mœurs, c'est une révolution corporelle. Ouais, on voit que vous avez été préfacé par Georges Vigarello, quand même, c'est un éminent historien, et toutes ces représentations justement corporelles, il les a lui écrites. Exactement. Beaucoup d'histoires qui sont racontées. Ouais. À partir de 68, on va partir de 68 jusqu'aux fin des années 70, c'est vrai que cette représentation du corps, elle est différente. C'est-à-dire que plus libérée, c'est ça? Oui, c'est un corps qui est beaucoup moins replié sur lui-même, beaucoup moins rigide, beaucoup moins fermé, et on est sur un corps qui est plus libéré, liberté de s'exprimer corporellement comme on en a envie. On le retrouve dans l'athlétisme, mais on le retrouve aussi en escalade, on le retrouve dans les pratiques d'expression corporelle et de danse. Voilà, le champ sportif est un très bon analyseur, pas que la course à pied, un très bon sismographe d'une évolution sociétale. Dans ces années 70, est-ce qu'il y a beaucoup de courses hors stade? Parce que c'est l'éclosion, on va dire. Oui, la première Marvejols-Morne de 1973, c'est la première course hors stade qui va connaître une expansion progressive mais forte. Et elle est aussi le symbole d'une course, c'est à la fois une course pionnière et une course rebelle, parce que son développement se fait contre, je dirais, la Fédération française d'athlétisme, qui au début même empêche la course de se dérouler en mettant une voiture en travers du départ, parce qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse faire cette course sans être licencié, donc ils veulent l'interdire. Alors on parle même de guerre picrocroline, enfin voilà, c'est vraiment un combat, là, vraiment contre la Fédération française d'athlétisme à l'époque. Oui. D'ailleurs, Jean-Claude Moulin, l'organisateur de Marvejols-Morne, voilà, érige ça parce que, en fait, la Fédération française veut avoir une taxe sur les courses, c'est ça? Oui, tout à fait. Ils veulent en retirer une manne financière, mais surtout, ils comprennent pas qu'on puisse courir différemment. Ils comprennent pas qu'on puisse sortir des stades et qu'on soit des coureurs libres, autonomes, qui ne s'inscrivent pas forcément dans le courant de la fédération, qui est resté un peu crispé sur ses manières de pratiquer et qui n'a pas su prendre le train en marche. Au début, ils ont cru que c'était un simple effet de mode, conjoncturel. Or, on avait bien, au contraire, un effet structurel qui correspondait à l'évolution de la société. La première édition de Marvejols-Morne, c'est début des années 70. 73. 73, c'est ouais. ça. Donc, il y a en même temps une éclosion, je crois, du jogging américain, c'est ça? Disons que les premières courses hors stade arrivent pour finalement offrir à ces nouveaux joggeurs un espace de course dans le cadre d'un événement avec de la confrontation mais aussi de la convivialité. Et c'est vrai que Marvejols a toujours associé le côté sportif et le côté convivial, avec une ambiance festive extrêmement importante. Puis 76, c'est Marseille-Cassis. Puis après, voilà, on passe d'une dizaine de courses au milieu des années 70 à plus de 2000 courses déjà à la fin des années 80. Oui, il y a quand même une explosion on va dire, des courses hors stade. Partout en France. Et vraiment, ce courant suit... En Europe. Ce courant suit... Alors, je crois que vous avez d'autres diapos après à nous présenter. Oui. Donc là, on a vu cette première diapo. Il y avait, par rapport à
a une évolution derrière, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Disons que la première révolution, elle cherche à montrer comment la course à pied, elle est sortie des stades. C'est ce qu'on a dit. Et c'est vrai que les indicateurs, c'est le jogging, c'est l'évolution des crosses, c'est les courses hors stade, c'est les marathons, mais c'est aussi les premières courses de montagne. Oui. Qui sont extrêmement révélatrices, parce que les courses hors stade se placent plutôt en milieu urbain quand même. Hein, c'est que dans les grandes villes, c'est la ville qui devient le lieu de ces courses-là. Hein. On s'approprie différemment la ville, notamment les grandes villes. Hein. Les 20 km de Paris, c'est 1985, Paris-Versailles, 1984. Donc c'est quand même ces courses qui connaissent le plus gros engouement rapidement, parce qu'il y a des urbains qui ont envie de courir, qui ont envie de s'échapper un peu de la monotonie urbaine, qui ont envie de se ressourcer. Ils courent dans les parcs, le Bois de Boulogne, le Bois de Vincennes à Paris, le Parc de Sceaux. Moi, j'étais parisien à l'époque, des années 80, jeune prof de PS au Parc de Sceaux, mais à chaque fois que j'y allais courir, je me disais, mais il se passe un truc, quoi. Il se passe un truc. Oui. Voilà. Il se passe un truc, c'est une mentalité qui émerge, c'est ça? Oui, une mentalité, une nouvelle façon de se penser, une nouvelle façon de courir, et une nouvelle façon d'entretenir son corps, sa santé, à la recherche du bien-être. Bien évidemment, mais aussi très rapidement, on va voir comment le jogging devient plus performatif. C'est-à-dire comment, à travers ces courses hors stade, on y va pour la convivialité, comme vous disiez, Eric, mais on y vient aussi pour réaliser une performance. Alors, pas la performance du champion normo-référencé avec une place. Le coureur ordinaire, il ne vient pas pour ça. Lui, il vient faire sa performance que je qualifie d'auto-référencée, c'est-à-dire qu'il n'a de sens que par rapport à ses propres ressources. Et ça, c'est vrai pour les courses hors stade comme pour les marathons. Une petite question quand même, parce qu'on va continuer dans le débat, mais qui est très intéressant. Et les femmes? Alors les femmes, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ont lutté, je crois. Oui, elles ont lutté, et cette période-là, elle casse les codes au niveau des modalités pratiques, mais elle casse les codes aussi au niveau des publics. C'est-à-dire que ce ne sont plus uniquement des hommes, mais aussi c'est l'émergence des femmes. C'est-à-dire que la première Cathy Schweizer qui fait le marathon de Boston, je crois que c'est en 1967 de mémoire, à vérifier, elle se fait alpaguer, on veut la sortir et elle va jusqu'au bout et elle symbolise la présence des femmes dans une course qui n'était pas, comment dirais-je, elle n'était pas bien la bienvenue, elle n'était pas. Elle ne pouvait pas s'inscrire. Elle ne pouvait pas s'inscrire. Elle n'était pas autorisée à s'inscrire. Enfin, on a voulu la sortir de la course parce que je crois qu'elle s'est déguisée un peu en homme, mais c'était en survêtement. Exactement. Et c'est grâce à son mari. C'est grâce à son mari qui est à côté d'elle, qui repousse les ordinateurs. Et donc du coup, elle amène une nouvelle représentation. Elle est le symbole finalement de l'arrivée des femmes qui va, à partir de ce moment-là, va faire que croître dans les marathons, mais surtout quand même dans le jogging, parce que dans les marathons, ça reste sur un pourcentage qui, à cette époque-là, ne dépasse pas les 10%. Aujourd'hui, on est à 20-25%. On verra plus tard que dans l'ultra-trail, on est toujours à 12%. C'est-à-dire que la présence des femmes dans la course à pied, elle est quand même toujours minoritaire, liée à un héritage d'une activité qui se conjugue plutôt au masculin. Oui, c'est quand même très intéressant. Vous aviez, je crois, 3 sur la slide suivante. Oui. Vous pouvez la passer, voilà. 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 Donc là, je présente effectivement les... Vous aviez 3 périodes, hein, voilà. Je crois. C'était vraiment intéressant, justement, de montrer ça, parce que vos ouvrages, en fait, sont basés aussi sur ces périodes. Voilà, il y a 3... Voilà. En fait, c'est Courir de 68 à nos jours. Ça, c'est le titre global. Et c'est une trilogie en 3 tomes. Et là, ce matin, là, pour commencer, on parle de la première révolution que je qualifie de postmoderne et de courir sans entrave. Et tout à l'heure, on parlera de la deuxième révolution qui est plutôt sur l'hypermodernité et la quête de l'ultra. Et une prochaine fois, peut-être, on parlera de la révolution transmoderne sur cet éclatement total de la course à pied, ces hybridations dont vous parlez, qui caractérisent cet archipel de la course à pied avec un éclatement des modalités comme on ne l'a jamais connu, avec une technologisation, avec une écologisation. Voilà. Alors, dans cette, justement, de courir sans entrave,
sans entrave, c'est aussi une définition quand même bien particulière. Parce qu'on imagine qu'il y a eu des entraves avant. On parlait de la piste, on parlait notamment des femmes. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, en fait, entraves ? Les règlements édictés par la fédération étaient une entrave pour beaucoup de coureurs. Si on n'était pas licencié, on ne pouvait pas participer à ces courses-là. La catégorisation aussi des coureurs selon les âges pouvait être mal perçue. Les femmes étaient quand même pas très bien pas les bienvenues, notamment les courses de fond, c'était pas pour les femmes, hein. Au-delà de 800 mètres, c'était trop dur pour elles. Donc on a quand même sacrément évolué dans la représentation de ce qu'est la course à pied et d'un effort qui peut se conjuguer au masculin mais aussi au féminin. Là, dans cette période-là, en fait, on parle de course hors stade, on parle de compétition, mais finalement, est-ce qu'il y a des personnes qui sont licenciées ? Oui. Est-ce qu'elles se licencient ? Parce qu'il y a toujours ce combat entre la fédération et une pratique, on va dire, un peu entre guillemets sauvage, c'est-à-dire une pratique informelle. Oui, auto-organisée en tout cas. Et est-ce que ça, justement, ça n'a pas perduré par la suite, en fait, de permettre à des personnes de s'inscrire à une compétition de course à pied sans être licenciées ? Tout à fait. Ce qui a fait l'engouement et le succès de toutes ces nouvelles épreuves, c'est la possibilité de faire cohabiter sur la même ligne de départ des compétiteurs qui venaient là pour gagner, faire une place, un temps de référence, et puis des amateurs, des anonymes, des coureurs ordinaires qui, eux, venaient là pour faire leur perf à eux, mais qui n'intéressent qu'eux, qui n'a de sens que par rapport à eux, mais aussi pour être dans un événement de masse, découvrir une ville, une région, développer des liens de sociabilité, être dans une certaine forme d'altérité, finalement, et la performance n'était qu'un prétexte, ou c'est pas ça qui comptait le plus. C'était avoir le sentiment d'avoir, finalement, grâce à cet événement, passé un bon moment avec les autres, à travers des jolis paysages qui soient urbains. Qu'est-ce qui a amené les gens à aller faire le marathon de New York au départ ? Ça a été l'ambiance du marathon de New York, parce qu'on découvrait New York à travers le marathon. Idem pour le Médoc, où on a découvert le vignoble médocain dans un esprit extrêmement festif et carnavalesque. C'est ça qui en a fait le succès. On le verra tout à l'heure, le Grand Raid de la Réunion, il tient aussi son engouement de l'esprit même de la population réunionnaise et de la chaleur qu'elle peut amener, outre ces magnifiques paysages. Oui, ça sera le sujet d'une causerie numéro 2, voilà. Justement, à laquelle on ira dans une autre époque. Ouais. Alors, vous êtes aussi sociologue du sport, on l'a dit, j'ai dit de la course à pied, j'en étais pas loin, mais vous êtes quand même sociologue avant tout du sport, mais aussi du tourisme. Ouais. Et d'un point de vue touristique, cet effet de la course à pied, quel effet il a eu ? Sur cette première période, il est clair que la mise en tourisme des territoires par la course à pied, elle est juste émergente. C'est-à-dire que les territoires, les collectivités qui les gèrent n'ont pas encore complètement capté l'intérêt touristique à créer des événements autour de la course à pied. Quand Marvejols se crée en 1973, on est sur un événement sportif, on n'est pas sur un événement touristique. Marseille-Cassis aussi. Mais progressivement, durant cette première évolution, donc jusqu'aux années 90, c'est quelque chose qui va augmenter, et on le verra tout à l'heure dans la deuxième révolution, qui a vraiment franchi un cap dans cette deuxième révolution, dans la mesure où la course à pied est devenue une pratique touristique aux quatre coins du monde. Du coup, je parle de Globe Runner. Voilà. Avant, c'était les Globetrotters. Oui. C'est ça, et on passe après au Globe Runner. Voilà. Vous avez une autre, je crois, d'autres diapositives, notamment pour aller un petit peu plus loin dans cette révolution postmoderne. Hein. Oui, disons que ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, les coureurs à pied, comme la course à pied, se pose en s'opposant. On parle de contre-culture sportive, comme on parlait de contre-culture liée à 68, mais c'est quelque chose qui va... c'est plutôt la contestation qui est dominante, là, mais qui va être rapidement happée, ou en tout cas intégrée dans la société de consommation.
qui va venir lisser cette contre-culture, et les gens vont être plus ils se centrent sur eux-mêmes, c'est l'accomplissement de soi-même qui compte, et finalement on finit par s'intégrer dans cette société de consommation. Voilà. Ouais, en fait, là, sur votre troisième petite ligne, un paragraphe, on voit injonction paradoxale entre le désir d'autonomisation de l'individu vis-à-vis des contrôles sociaux antérieurs. Ouais. Alors, vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que, bon, vous êtes professeur d'université, nous, on ne comprend pas forcément bien, voilà, c'est quoi, ça veut dire quoi, ces injonctions? Si on peut revenir du coup, à la diapositive. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le rapport à soi, le rapport à soi qui est lié à cette nouvelle culture pédestre, et qui est structuré autour des valeurs de liberté et d'hédonisme, il est quand même dans une forme d'injonction, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le désir de l'individu de s'autonomiser par rapport aux anciens modes de pratique et aux anciens contrôles sociaux, mais il accepte aussi des formes de contrôle de soi, mais qui viennent plus qui sont plus de manière verticale par la fédération, mais par la société de consommation elle-même, qui, à travers les modes de consommation, contrôle les individus. Oui, c'est ça, il y a un transfert un peu. Il y a un transfert du contrôle. Parce que ça, c'est Michel Foucault. On est toujours contrôlé dans une forme de société. Alors, soit de manière verticale, autoritaire, soit par la société de consommation de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus inconsciente, beaucoup plus souterraine. Oui, vous citez Michel Foucault avec Surveiller et punir. Voilà. En fait, c'est tous les écrits aussi de Michel Foucault à cette époque-là qui sont très influents aussi dans la littérature. Exactement. Et donc, Georges Vigarello s'inspire pour montrer que le contrôle de l'individu ne disparaît pas. Il gagne en liberté, il gagne en autonomie, mais il est aussi contrôlé par la société, mais de manière différente. On va continuer. Donc, vous avez aussi des choses à nous présenter sur justement les nouvelles façons de courir. C'est-à-dire que là, on est dans la période 68-90, on va s'arrêter à 1990. Tout à fait. Et là, il y a une évolution, justement, dans ces années 80-90, des nouvelles façons de courir, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que, comme on est dans un nouvel univers sociétal, et la course à pied étant un fait social total, finalement, à travers la course à pied, on peut analyser, c'est un analyseur de l'évolution de la société, comme le sport en général d'ailleurs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que durant cette période, on assiste à une dilatation de la course à pied qui n'est plus monolithique, mais extrêmement diversifiée, avec, donc, comme je le disais, l'apparition du jogging, l'évolution des crosses, le développement des courses au stade, et le renouvellement des marathons et les courses en milieu naturel. C'est-à-dire que la course à pied se diversifie, se dilate, pour finalement épouser les nouvelles valeurs et permettre à différents pratiquants, à de nouveaux pratiquants, de pouvoir s'engager et s'investir, alors qu'avant, ils n'y étaient pas autorisés, ou en tout cas, ça ne leur venait même pas à l'idée. Ouais, alors, cette pratique, justement, parce qu'on a fait des causeries, nous, sur le fait de naître pour bouger. Après, la course à pied est génétique, mais ça permet quand même une accessibilité rapide, parce que courir, finalement, ça ne demande pas beaucoup de moyens, c'est ça? Ça ne demande pas beaucoup de moyens physiques, puisque c'est ce que Paul Lyonnais a montré, c'est le style libre. On peut voir des morphologies totalement différentes courir en jogging, mais même dans les courses hors stade. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient pas du tout, en tant qu'athlète, je portais un regard sur ces gens en disant que ce ne sont pas des athlètes, mais pour autant, ils pratiquent la course à pied. C'est la différence entre l'athlétisme et la course à pied. Et c'est un peu moins technique. Voilà, mais voilà, ils vont moins travailler leur foulée, ils vont être beaucoup moins techniques, ils vont moins travailler le déroulé du pied, ils vont simplement augmenter leur capacité cardiovasculaire pour tenir 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 1 heure et aller jusqu'au marathon, mais parfois avec des contraintes anatomiques qui s'imposent à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas appris à courir. Mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'ils puissent faire partie de ce mouvement. Et on voit bien. Grande famille. Voilà. C'est une grande famille. C'est une grande famille. Et on voit bien comment les femmes et les amateurs de tout niveau, mais vraiment de tout niveau, des gens qui ont des petites ressources à des gens qui ont des ressources plus développées parce qu'ils l'ont fait à l'école ou par transfert avec d'autres sports. C'est ça, justement, on parle de moyens physiques, mais aussi les moyens financiers. Ça coûte pas trop, en fait, de courir. Il faut une paire de baskets, un short. Exactement. Il y a l'accessibilité technique, il y a l'accessibilité spatiale. On peut faire ça partout, en ville, en milieu urbain, périurbain, en milieu naturel. L'accessibilité financière.
C'est vrai que l'équipement, bon, aujourd'hui, on verra dans les révolutions futures que l'équipement, c'est plus cher. Voilà, c'est beaucoup technologisé, donc il est beaucoup plus cher. Mais moi, au début, quand je me suis mis à courir, une paire de baskets, des choses, un short et un t-shirt, c'est vrai que ça coûtait pas cher, quoi. Plus que d'autres sports, parfois techniques ou même d'inscription, parce qu'on parlait justement d'inscription à la fédération, finalement reliée à ce sport. Dans certaines fédérations, à cette époque-là, par exemple, prendre une licence, ça peut coûter. Alors que là, on n'a pas forcément besoin de licence, au bout du compte. C'est libre. C'est libre. On peut effectivement courir sans licence. Je pense que la course à pied, comme le vélo, comme la natation, on parle du swimming en natation, les gens qui fréquentent, et encore en natation, il faut payer l'entrée de la piscine, même si elle n'est pas très chère, alors qu'on enfile sa paire de baskets, on habite en plein Paris, on va courir au Jardin du Luxembourg, 45 minutes, 1 heure, gratuitement. Ouais. On a parlé des femmes, on n'a pas forcément parlé des âges, alors on peut courir aussi à tout âge, c'est-à-dire que mais est-ce qu'à cette époque-là, les jeunes, on va dire les jeunes, hein, les pré-ados ou les adolescents, est-ce qu'ils courent? Ou alors est-ce qu'il y a vraiment une catégorie socio-professionnelle alors, le sociologue qui parle. Alors, il y a le genre. Alors, les 3 variables sociologiques sont intéressantes à utiliser pour comprendre l'évolution du public. On l'a vu, donc le genre, donc émergence progressive des femmes, sur un terrain jusqu'ici réservé aux hommes, élargissement des classes d'âge, avec des gens qui courent de plus en plus vieux, la classe d'âge majoritaire étant bien entendu 30-50, et les moins de 30 ans assez peu présents au départ, parce que la course à pied, c'est quand même pas très ludique, et les jeunes vont plutôt vers des pratiques ludiques, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on le verra dans les révolutions futures, notamment dans le trail, il y a eu un rajeunissement de la population. Mais pas à cette époque-là encore, c'est pas encore très très jeune. Les jeunes restent sur la piste, c'est ça, restent en athlétisme. Voilà, surtout. Les jeunes, alors s'ils pratiquent la course à pied, ils restent plutôt sur la piste et en athlétisme, mais oui, ils vont aussi vers des pratiques de sport collectif, et vers des pratiques ludiques émergentes, type ski, planche à voile, tous les sports qu'a très bien montré Christian Possiello. C'est l'époque aussi on va dire, des sports californiens, etc. Ouais. Il y a eu beaucoup d'études sociologiques. Exactement. Vous nous avez amené quelques photos. Oui. Donc ici, je crois, c'est... Voilà. Donc la première diapositive, c'est une diapositive qui parle, c'est une photo qui parle de Marvejols, dont on a déjà discuté, qui est la pionnière rebelle, comme je l'ai appelée. C'est en haut à gauche, vous voyez, avec le col du Goudard. Le col du Goudard. Et là, on relie 2 villes. Alors, il y a beaucoup de courses comme ça. 23 km. Voilà, 23 km. Il y a eu aussi Nevache-Briançon. Il y a eu beaucoup de courses qui sont comme ça, reliées, 2 villes, comme un trait d'union, en fait. C'est très intéressant. Après, à côté, c'est Marseille-Cassis. En haut à droite. Voilà. Ouais. Alors, Marseille-Cassis, contrairement à Marvejols, ne s'est pas créé en opposition à la Fédé. Ils ont épousé un modèle différent, dans la mesure où c'est M. Giraud, qui est d'ailleurs président de la Fédération française d'athlétisme. Donc, s'il est devenu président, c'est qu'au départ, pour lui, cette course sur stade, c'était un moyen d'augmenter les effectifs de son club. Et contrairement à Marvejols, qui s'est développé en s'opposant, Marseille-Cassis s'est développé, au contraire, dans la mouvance du club et de la fédération. Et même si M. Giraud, au départ, critiquait certains fonctionnements de la fédération, il a fini par rentrer dedans pour aujourd'hui devenir président. La 3e photo, on va regarder, c'est le marathon de New York, c'est ça ? Le marathon de New York, qui pour moi est le premier grand marathon au monde, a vraiment symbolisé cette accessibilité au marathon de tout un chacun, dans une ville qui est quand même extrêmement original, puisqu'on traversait, alors au début non, on restait dans Central Park, mais après le tracé a traversé les 5 plus grands quartiers de New York avec, je dirais, symbolique. Voilà, c'est très, très symbolique. On est sur du multi-public, du multiracial, et New York a vraiment symbolisé la course à pied en milieu urbain. On est dans une urbanité très forte à New York, et je pense que rarement une course n'a jamais été autant adapté à son environnement que le marathon de New York.
Paris a mis du temps avant d'être une course pensée comme étant identitaire, mais New York, c'est de mon point de vue, et c'est pas par hasard que le nombre de personnes n'a fait que croître. On est monté jusqu'à 40 000. Oui, jusqu'à 40 000, c'est devenu un mythe. 40 000 participants. Voilà. La dernière en dessous, l'explosion aussi du marathon, en fait, en France, et des marathons assez différents. On est moins sur le côté de la performance. Je crois que la phrase de Spiridon, il dit la perf d'accord, la fête d'abord. Exactement, c'est exactement ça, Eric. Vous avez une bonne mémoire. Et donc, c'était déjà un slogan utilisé par Marvejols Monde, qui a été repris en 85 par les organisateurs du marathon du Médoc, qui s'ennuyaient sur les marathons compétitifs, parce qu'ils étaient pensés que pour les premiers, et puis les derniers, c'était morne pleine, plus de ravitaillement, plus de musique, plus rien. Eux, ils se sont dit, on va créer un marathon pour les derniers. Et donc, ils se sont vraiment posés dans un... Ils ont, comment dirais-je, occupé un positionnement totalement en opposition, en se disant, ben voilà, on va faire la fête, on va courir déguisé, on va boire des verres de vin rouge, on va s'amuser, on va chanter, on va danser, et on va traiter le premier et le dernier de la même façon. Et en parallèle du classement, et c'est quand même un classement, mais qui a peu de signification parce que le parcours étant tellement, je dirais, sinueux sur de la terre qu'on ne fait jamais un temps au Médoc. Surtout quand on a bu un ou deux verres de vin. Les premiers de grands crus. Les premiers ne boivent pas trop. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on avance dans les concurrents et plus les gens viennent faire la fête, et du coup, ils prolongent le temps. C'est-à-dire que quand on s'arrête, d'habitude, on cherche à faire le temps le meilleur. Là, au contraire, on va le déguster encore plus et on fait un temps. Et donc, on est à l'opposé de la logique temporelle. C'est ça. Et il y a même un classement au meilleur déguisement, ce qui est quand même... fantastique. C'est quand même fantastique. De la fête à la quête, on va clore cette première causerie sur la course à pied, je vous rappelle. Très, très intéressant. On va partir sur la quête de l'ultra dans une causerie numéro 2. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir pu découvrir, en fait, de courir de 1968 à nos jours. Je vous rappelle ce magnifique ouvrage d'Olivier Bessy avec une préface, vous voyez, de Georges Vigarello, courir de 1968 à nos jours, courir sans entrave. Voilà, je vous conseille vraiment cette lecture et on vous dit à très bientôt.